les organisateurs du colloque ont décidé d'inviter donc plusieurs acteurs de la Martinique. Donc nous avons des représentants de... Alors je vais peut-être passer ça parce que ça va... On me laisserait passer, ça va l'arsener sinon. De l'EMISA, de la CTM, du BRGM, de la Croix-Rouge, de la MAPROM et de l'IPGP de ces observatoires. Donc je vais commencer, si ça vous va. On va demander à Jean-Christophe de très rapidement nous présenter une présentation succincte des différents aléas naturels aux Antilles en moins de 2 minutes. Et ensuite, on se fera une présentation, on se fera un tour de table. 1, 2. Oui, bonsoir, merci Emeline. Bon, ça va être très rapide, c'est juste pour dire qu'évidemment, on est tous conscients qu'il y a une multiplicité d'aléas naturels auxquels les populations, les infrastructures, les systèmes sont soumis aux Antilles. Certains phénomènes plus fréquemment que d'autres et certains phénomènes avec une plus grande magnitude que d'autres. Et le fait qu'on soit soumis à ces différents aléas, je pense que c'est aussi un point qu'on évoque depuis plusieurs années, et c'est difficile à faire, mais il faut qu'on arrive aussi à réfléchir à l'intégration de ces différents phénomènes dans la stratégie de prévention. Il y a des aléas couplés, il y a des scénarios en cascade, et ça génère aussi des menaces qui sont particulières, et on a vu les événements internationaux récemment, comme l'éruption Unga Tonga, même l'éruption à La Palma, évidemment l'éruption de Saint-Vincent, mais avec des conséquences, des effets dominos, et auxquels évidemment les territoires insulaires sont particulièrement vulnérables. Donc, passer la parole à chacun des acteurs, et je vais vous demander à chacun de préciser quelles sont vos missions à vous, et puis pour prendre un exemple concret, celui de l'éruption de la soufrière de Saint-Vincent en 2020-2021, et quelles ont été pour vous les implications. Donc si vous avez 3-4 minutes chacun, et puis voilà. Oui, bonsoir, lieutenant-colonel Stéphane Misley, chef d'état-major de la zone Antilles. Globalement, ma mission, c'est de faire de la veille opérationnelle et d'appuyer les départements dans la gestion d'événements majeurs, voire en lien avec le national. S'agissant de l'éruption volcanique de Saint-Vincent-les-Grenadines, mon service avait en charge en particulier d'assurer une veille sur les conséquences de la dérive des cendres, parce que ça a une implication tout à fait significative sur le trafic aérien. Alors, au-delà de la dimension touristique, l'essentiel des flux commerciaux, voire pour certains sujets industriels, relève du secteur aérien. Ça pouvait remettre en question le volet économique, voire même certaines activités dites d'importance vitale. Par ailleurs, il y avait une implication sur les eaux de surface. C'est un sujet sur lequel on était particulièrement sensible, puisqu'à peu près 80 à 90% des eaux consommées en bouteille en Martinique sont des eaux de surface. Donc il était important pour nous de voir cette dérive de cendres, d'anticiper les conséquences dans tous les différents volets de la vie sociale et économique, mais également en cas d'un autre événement, comme disait M. Komorowski, différents aléas peuvent survenir de manière tout à fait impromptue. Il s'agissait aussi d'éventuellement anticiper l'arrivée de renforts nationaux dans l'hypothèse où le secteur aérien était fermé. Voilà les principales missions de l'état-major de zone. Bonsoir, Steve Michel Saint-Fort, directeur de la prévention des risques majeurs et de la sécurité au sein de la collectivité territoriale de Martinique. Donc ma mission première est effectivement d'assurer au niveau de la population, d'une manière globale, l'information préventive aux côtés des autorités de police, que ce soit des mairies, mais aussi aux côtés de la préfecture. Donc ça, c'est une première mission. Nous avons une seconde mission qui concerne effectivement l'accompagnement des différents porteurs de projets sur tout ce qui concerne les risques et la prévention. Et puis une troisième mission d'expertise sur les questions liées aux risques naturels. Alors sur la partie volcanique, alors effectivement, nous avons travaillé avec les services de la préfecture, notamment concernant la mise à jour du plan Orsec volcan. La crise de Saint-Vincent et Grenadines nous a bien montré et a mis en valeur un certain nombre de problématiques, notamment la question des cendres, la question de l'eau, et puis la question, bien évidemment, de l'évacuation des populations. Concernant ce plan Orsec volcan en Martinique, nous avons beaucoup travaillé avec les communes, avec les services de l'État,
pour en fait proposer à la population ce qu'on appelle des jumelages. C'est-à-dire que si on a une éruption volcanique de la montagne Pelée, il faut que les communes du centre, voire même du sud, et surtout du sud, puissent héberger et recueillir les populations du nord. On est parti, si vous voulez, à peu près 30 000 personnes dans la zone nord qui seraient directement impactées par le phénomène volcanique. Donc on a fait ce travail-là, qui est pratiquement finalisé. Je crois que le préfet est en cours de signature de l'arrêté, c'est bien ça. Donc nous attendons cet arrêté. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, puisque nous lançons dans une grande réflexion. Un plan, ça a une vocation opérationnelle, il ne faut pas l'oublier. Ça ne veut pas dire que les pistes de réflexion les réflexions sont terminées. Alors ça, c'est un premier point. Pour rester toujours sur le volcan, on s'est rendu compte qu'à Saint-Vincent-et-Grenadines, la problématique de l'eau s'est posée. Alors effectivement, nous avons un comité de pilotage qui s'est créé avec bien sûr les services de l'État, l'ADEAL, pour le plan eau potable et notamment pour faire des recherches au niveau de certaines nappes phréatiques où effectivement il y a de l'eau à la Martinique, où effectivement ces nappes pourraient, dans le cadre d'une éruption volcanique, pourraient pallier à l'insuffisance en eau. Bon, je ne peux pas vous dire plus, c'est l'affaire des chercheurs, donc certainement ces éléments-là seront communiqués une fois que le BRGM nous aura donné sa copie. Très belle transition. Donc, Benoît Vidcock, donc je suis le directeur du BRGM Martinique. Donc, le BRGM, c'est le service géologique national. Et donc, parmi nos missions, donc on a des missions d'appui aux politiques publiques. Donc, que ce soit, pour rester un peu dans le thème du colloque, la réalisation de cartographie d'aléas, par exemple. On travaille aussi, donc, évidemment, sur des programmes de recherche. On a des missions de formation aussi et de coopération régionale. Donc, voilà un peu pour les missions de l'établissement. Et alors, pour rebondir sur le message qui vient de m'être passé, effectivement, alors deux niveaux. Tout d'abord, vis-à-vis de la crise à Saint-Vincent, nous, on a juste été mobilisés au début quand se sont posées les questions de l'approvisionnement en eau. On a regardé un petit peu comment, en urgence, on pouvait récupérer des informations géologiques, hydrogéologiques, et voir s'il était possible de projeter une entreprise de forage sur place. L'idée est très bonne, mais quand il n'y a pas de préparation en amont, quand il n'y a pas de contact, quand il n'y a pas de logistique, c'est quelque chose qui reste du domaine d'une idée, et c'est pour ça que les autres solutions beaucoup plus opérationnelles d'envoi d'eau ont étaient déjà mises en place finalement, et permettent une réponse rapide. Et on le voit bien, du coup, là aussi pour faire le lien avec la Martinique, réaliser un forage ou des forages d'eau, ça prend du temps. Déjà, pour rien que l'entreprise de forage, quand elle est sur le site et pour faire son forage, je regarde Christophe, c'est quand même un vaste chantier dans tous les sens du terme. Et surtout qu'en amont, il y a toute la connaissance scientifique à développer pour identifier les aquifères. Et ça, c'est un travail vraiment de fond. Et il ne faut pas attendre, évidemment, que la crise se produise. Et là-dessus, on est, relativement sollicité par les communautés de communes qui ont la compétence eau en Martinique. Et donc, les sécheresses récurrentes, notamment de ces dernières années, et si on se reprojette 2 ans en arrière, en 2020, la crise Covid, avec une crise sécheresse au milieu, avec 50 000 personnes privées d'eau et le besoin de se laver les mains 12 fois par jour, ça a créé des situations très complexes en Martinique, très très tendues. Or, des eaux souterraines, il y en a, de la ressource, il y en a. Et par contre, maintenant, il faut mobiliser les moyens. Donc, que ce soit Cap Nord ou la CACEM pour les deux principales communautés d'agglomération. Donc, on lançait des programmes et des forages vont se faire mais je veux dire volontairement, dans les années qui viennent parce que il y a un temps long et ces forages pourront. L'objectif, c'est qu'ils soient à la fois opérationnels pour passer les sécheresses, parce que le reste de l'année, il n'y a pas de problématique en Martinique, il y a suffisamment d'eau. C'est uniquement lors des carèmes secs où il y a des problèmes. Et l'objectif, c'est que ces forages soient aussi utilisables pour toute autre crise, que ce soit évidemment des crises volcaniques, mais aussi quand il y a des fortes pluies et que l'eau est turbide dans les rivières, si on peut basculer pendant une semaine sur les forages, c'est quand même bien pratique.
Donc voilà un peu, je vais passer tout de suite la parole, je parlais beaucoup finalement, mais voilà quelques éléments de contexte par rapport à ce qu'on fait et le lien avec le volcanisme. Bonsoir à tous. Donc, Julie Richard, je suis chargée de mission à la MAPROM. Donc, je vais vous dire en quelques mots ce qu'est la MAPROM, parce que c'est une mission d'État qui a été créée l'année dernière, donc qui n'est pas encore très connue. Donc, MAPROM, c'est un grand acronyme avec 3 P pour indiquer que c'est une mission d'appui aux politiques publiques de prévention des risques naturels majeurs en Outre-mer. Donc, c'est une mission qui est interministérielle. C'est-à-dire que la MAPROM ne dépend pas d'un ministère en particulier, mais elle a vocation à travailler au quotidien avec l'ensemble des ministères qui touchent de près ou de loin à la prévention des risques naturels. Donc on travaille par exemple avec le ministère de la Transition écologique, évidemment, le ministère de l'Outre-mer, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale et certains services du Premier ministre, comme le secrétariat général de défense et de sécurité nationale. Les objectifs principaux de la MAPROM sont de venir en appui aux différents services de préfecture des territoires ultramarins. Et ce sont justement les préfets qui ont défini les actions prioritaires de la MAPROM en fin d'année 2021, selon une feuille de route. Et selon ce qu'ils estimaient, eux, sur chacun de leurs territoires, essentiel et prioritaire sur la prévention des risques naturels. Donc, pour vous citer quelques exemples de dossiers que l'on suit à la MAPROM, il y a le plan Séismanti, donc qui rentre dans sa 3e phase depuis l'année dernière, et qui consiste en la mise aux normes parasismiques de bâtiments pour la résilience des territoires aux Antilles. On a également le suivi administratif et financier du REVOSIMA, donc qui est le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, et d'autres dossiers comme l'amélioration de la résilience des réseaux dont on parlait, donc les réseaux d'eau potable, d'électricité, télécom, et également le développement de la culture du risque dans les territoires ultramarins. Pour ce qui est des événements de Saint-Vincent, j'ai pas vraiment d'éléments à vous donner concernant la MAPROM puisqu'elle a été créée en septembre 2021. Bonjour à tous, je suis Kevin Toudic, le coordinateur logistique de la PIRAC. Donc la PIRAC, c'est une plateforme d'intervention régionale de la Croix-Rouge française. Notre terrain d'action, c'est la zone Caraïbe, la Caraïbe anglophone, on va dire. Avec également Haïti et puis le plateau des Guyanes pour nos projets permanents. Donc on est intervenu sur Saint-Vincent justement suite à l'éruption, donc en coordination avec les MISA, avec les forces armées aux Antilles. Notre mandat, c'est donc la préparation et la réponse aux urgences. Donc là, dans le cadre de Saint-Vincent, on a répondu par l'envoi de matériel pour les populations sinistrées, de manière à pouvoir les accueillir dans des centres d'accueil. Donc on a travaillé sur, par exemple, des kits justement Covid, des masques, des gels, etc., pour pouvoir accueillir les gens dans des zones restreintes. Et puis, on a envoyé des kits de nettoyage, par exemple. On a travaillé également sur le thème de l'eau, beaucoup, donc avec l'envoi d'eau minérale, des donations, de la CTM, etc. Tout ça coordonné avec les MISA. Alors, comme nos partenaires, on a travaillé également sur la thématique de l'eau et ses complications liées aux eaux de surface. On a un partenaire pour ça qui s'appelle Veolia, avec qui on travaille pour potabiliser de l'eau, justement sur des interventions d'urgence. Donc Veolia a prépositionné des stations là dans la Caraïbe, notamment en Guadeloupe et en Martinique. C'est un système de filtration ultramembranaire. Et donc, on n'avait pas d'expérience par rapport au traitement des eaux comme ça suite à une éruption avec une charge de cendres importante.
Donc on a fait également des petites études. Donc ça c'était pour compléter un petit peu notre mandat. C'était pas notre mandat direct de la Croix-Rouge, mais on a profité un petit peu de notre partenaire Veolia pour faire ceci. Et donc on a été analysé finalement avec un petit kit d'analyse physico-chimique portable de terrain. On a fait plusieurs points au bas du volcan, également au niveau des robinets dans plusieurs villes tout au long de Saint-Vincent. Et puis on s'est aperçu que finalement, suite à une floculation des cendres, donc à la sédimentation des cendres pour rendre l'eau assez claire, on était capable de pouvoir traiter avec nos stations d'ultrafiltration de l'eau pour la consommation humaine. Donc voilà, c'était un peu une expérience assez positive pour nous. Ce ne sont pas des gros équipements, c'est des équipements justement qui sont déployables pour l'urgence. Les stations, c'est des stations qui peuvent traiter à peu près 5 mètres cubeurs. Ça représente 2 palettes de matériel, c'est assez facilement déployable. Et donc on va utiliser ces stations par exemple pour mettre sur des points dans des écoles, des hôpitaux, des centres d'accueil de sinistrés, etc. Donc voilà un petit peu ce que l'on a fait sur Saint-Vincent. Oui, pour le moment ça ira, je pense que je vais m'arrêter là. Bonjour, donc Fabrice Fontaine, directeur de l'Observatoire volcanologique sismologique de la Martinique de l'Institut de physique du globe de Paris. Donc, voilà, donc je vais commencer par vous présenter donc les missions de l'Observatoire. Donc, dans un premier temps, la mission donc de surveillance volcanique, donc de la montagne Pelée. Ensuite, la deuxième mission, c'est la veille sismique de la sismicité qui est associée donc à la subduction donc de la plaque d'Amérique du Sud donc sous la plaque Caraïbe. Ensuite, nous avons également une autre mission qui est la maintenance donc de stations sismiques qui vont participer donc à l'alerte montante pour l'alerte donc de tsunami. Et autre mission également qui est importante, c'est le maintien du système d'alerte de détection automatique de la rivière du système de détection automatique de coulée de boue de la rivière du Prêcheur. Donc ça, c'est la 4e mission importante. Nous en avons d'autres, comme aussi donc des missions d'expertise, d'appui au niveau des autorités, des missions également de communication, de vulgarisation. Et donc si on revient sur Saint-Vincent, donc ce que nous avons fait notamment, nous avons participé donc à une veille lors de laquelle nous avons donc donné tous les jours en fait donc des conseils. Donc nous avons aux autorités pour qu'ils puissent être informés et également donc à toutes les institutions donc pour qu'ils puissent être informés donc de ce qui se passait. Une communication également vers la population, on a été sollicité également par la presse. Nous avons aussi diffusé via les réseaux sociaux très vite en amont donc de l'arrivée du passage. Vous savez que des cendres donc de l'éruption de Saint-Vincent sont arrivées jusqu'à la Martinique. Donc bien en amont de cela, nous avons diffusé sur nos réseaux sociaux des informations sur les risques associés au risque de chute de cendres sur la Martinique et aussi des mesures de prévention qui sont à prendre par la population. Et nous avons fait ça pour la population et également pour tous nos partenaires. Donc nous avons échangé avec eux étroitement. Et donc tous les jours, il y avait un point. Alors ça a été également avec un partenaire qui n'a pas pu être présent ce soir, qui pour vraiment donc pour une raison donc qui se comprend. Donc Madininer donc s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, mais Madininer était aussi présent avec nous, comme Météo France d'ailleurs. Donc nous avons échangé tous les jours donc avec eux, ainsi qu'avec tous les autres partenaires, et aussi avec la Guadeloupe. Donc tout ça s'est fait en coordination au niveau zonal, donc au niveau donc pour cet événement. Et nous avons aussi été sollicités par les forces armées notamment et par d'autres donc services donc pour savoir donc ce qui pouvait être fait pour voir donc les conditions les plus appropriées pour intervenir à Saint-Vincent. Donc on a eu aussi donc à donner des conseils. Alors quand je dis c'est pas uniquement l'observatoire. Donc l'observatoire fait partie d'un institut
Et donc, c'est véritablement l'Institut de physique du globe de Paris qui a soutenu également l'observatoire et qui est intervenu lors de cet événement. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel pour le moment. Bonsoir. Donc, je suis Jean-Christophe Komorowski, je suis responsable scientifique des observatoires volcanologiques et sismologiques de l'IPGP, avec mon collègue Jean-Marie Sorel, qui est responsable opérationnel de ces observatoires. Nous continuons le travail qui a été fait depuis plusieurs années pour essayer de développer, d'assurer une vision intégrative, en fait, au niveau de tous les observatoires volcanologiques de l'Institut de physique du globe de Paris, de l'état de l'art au niveau des connaissances et des méthodes de surveillance. Donc, nous avons un travail très étroit avec les observatoires qui, bien sûr, développent leur stratégie, mais nous souhaitons qu'il y ait une synergie et un partage des expériences et des savoir-faire. Et sur la crise de Saint-Vincent, je pense qu'il y a 3 points qui sont importants. Dans le cadre de ces missions que je viens de décrire, nous avons mis en place, suite à la demande du directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, un comité d'experts sur les aléas volcaniques pour pouvoir justement renforcer l'analyse et la prise de décision au niveau de l'Institut, compte tenu de ses responsabilités sur ces 3 volcans actifs, Piton de la Fournaise, Soufrière de Guadeloupe et Montagne Pelée, et en partenariat avec d'autres institutions nationales, la charge d'opérer le réseau de surveillance, le REVOSIMA. Nous animons donc avec Jean-Marie Sorel ce comité d'une trentaine d'experts qui doit permettre de pouvoir apporter des éclairages sur des questions en amont de questions très spécifiques, mais qui portent sur la gestion scientifique de crise. Et donc, l'éruption de Saint-Vincent est intéressante, très intéressante à plusieurs titres. Elle est intervenue au moment où nous collaborions avec les services de l'État et de la collectivité territoriale de Martinique à justement apporter des éclairages scientifiques sur la révision du plan Orsec volcan. Et comme le disait Audrey Michaud-Dubuis tout à l'heure et Guillaume Carazzo, nous avons intégré les nouvelles connaissances sur la montagne Pelée, et notamment cette éruption de Saint-Vincent qui se rapproche d'un certain nombre d'éruptions explosives violentes de la montagne Pelée. Et donc, elle a fourni un cas d'école très enrichissant et très important qui a permis d'être tout de suite, de valider un certain nombre d'hypothèses et de paradigmes que nous avions établis, et d'intégrer ces informations concernant la montagne Pelée dans le plan, la révision du plan Orsec. L'autre point que je voudrais souligner, il y a 2 raisons, il y a 2 aspects importants à cette éruption de Saint-Vincent. C'est l'importance de développer en amont le transfert de connaissances entre les scientifiques et la société civile et les autorités, qui, à Saint-Vincent, a montré qu'il avait été exemplaire de la part des collègues du Seismic Research Center, comme ça avait été le cas pour Soufrière Hills à Montserrat. Et ça a permis, dès que, de manière exponentielle, en quelques heures, le gouvernement a pris en compte la recommandation des scientifiques et a constaté qu'il fallait passer à un plan d'évacuation, ça a permis que ça soit très efficace, et c'est un des succès en matière de gestion scientifique d'une crise éruptive qui a rapidement basculé dans une intensité importante. Donc je pense que ça, c'est une leçon importante à tirer, parce qu'il faut absolument développer top-down, bottom-up, le transfert de connaissances et la responsabilisation des différents partenaires, des différents acteurs par rapport à cette problématique des risques volcaniques. Et le deuxième point que je voudrais souligner, on a travaillé là-dessus à plusieurs reprises, on a fait passer ce message à plusieurs reprises. Le dispositif Orsec est essentiellement un dispositif qui permet de réfléchir, d'anticiper, de mettre des stratégies et de tester des plans d'évacuation. Il faut absolument qu'il soit accompagné, alors peut-être avec un autre outil qui porte un autre nom, mais qui soit accompagné d'un plan de gestion des dysfonctionnements
qui ont lieu pendant une éruption volcanique qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Un plan, ça s'appelle aussi un plan de continuité d'activité, mais c'est ça qui sera le plus difficile à gérer, qui sera beaucoup plus difficile à gérer que l'évacuation même. Et la crise de Montserrat a montré qu'une fois qu'on a évacué et mis en sécurité les populations, se posent d'innombrables problèmes liés à la continuité de la vie dans des lieux où les gens sont déplacés et toujours en étant soumis à certains aléas volcaniques qui ne sont peut-être pas aussi intenses, mais qui posent des problèmes majeurs comme l'eau, évidemment, la qualité de l'air, la perturbation de tous les réseaux et des structures, etc. Donc c'est fondamental de pouvoir discuter de ça, de l'anticiper et de surtout pas s'arrêter à la problématique des évacuations. Et c'est là où, je pense, les experts qui ont déjà vécu des éruptions volcaniques, qui sont intervenus dans ces situations, qui connaissent le phénomène volcanique, il faut qu'on arrive à faire passer ce message pour qu'on développe cette représentation partagée de ce que peut être l'activité volcanique future sur nos îles. Merci Jean-Christophe, parce que finalement tu as fait la transition avec la deuxième phase de cette table ronde, parce qu'on voulait que chacun évoque un petit peu les points de verrou qu'il peut y avoir et les besoins des différents acteurs pour renforcer la réponse de sécurité civile et l'interdisciplinarité et la prévention entre les différents acteurs. Donc, est-ce que on vous a demandé un petit peu cette question-là, quel point vous avez identifié étant amélioré entre les scientifiques peut-être et les opérationnels pour cette gestion de crise? On refait un petit tour de table et puis après peut-être qu'on pourra répondre entre les différents acteurs. Qui veut commencer, Elisa, par exemple? Merci. S'agissant de la gestion de crise, en fait, il est fondamental que les acteurs du secours aient une bonne compréhension de l'événement et les conséquences. À l'illustration du plan Orsec, Volcan pour la Martinique en l'occurrence, l'appui de l'OVSM et de l'IPGP, et par ailleurs, fort des expériences qu'ils ont sur l'observation d'autres phénomènes, est absolument fondamental. Parce que derrière, ça nous permet de construire la réponse, une réponse adaptée, en anticipant sur justement ces fameux points de blocage. Et je rejoins tout à fait ce que disait M. Komorowski sur la problématique en particulier de l'éruption volcanique. Ce sont des phénomènes qui peuvent s'inscrire dans la durée. Et il y a un champ de difficultés qu'il faut absolument appréhender. Une population déplacée, c'est une chose, mais lorsque ça s'inscrit dans la durée, une éruption volcanique qui peut durer plusieurs mois, voire des années, il y a tout un volet social à prendre en compte qui n'est pas forcément connu aujourd'hui par manque d'expérience globalement. Un autre paramètre qui est essentiel sur des événements de crise, et ça rejoint un autre élément évoqué par M. Komorowski, c'est la connaissance du phénomène par la population. L'importance de connaître les bons gestes, d'avoir une bonne information sur les différents sites sociaux, les réseaux sociaux qui sont des sources d'information absolument primordiales. Et effectivement, Saint-Vincent, le site Facebook a été d'une grande richesse en termes de conduite à tenir, des gestes de précaution dans un environnement très complexe. Et je crois que si aujourd'hui leur bilan est tout à fait remarquable, parce que sauf erreur de ma part, il n'y a pas de décès, alors que de mémoire, c'était à peu près 10 heures entre le moment où ils sont passés en alerte rouge et l'explosion. C'est 10 heures dans lesquelles la population est évacuée. Et aujourd'hui, fort de cette connaissance, accessible par les réseaux sociaux et par une application de tout à chacun, l'événement a été absolument remarquable. Et ça me permet, avant de passer la main, de rappeler un élément fondateur qui est que chaque citoyen est un acteur du secours. Et qu'aujourd'hui, c'est absolument fondamental, il ne faut pas l'oublier, sur des événements majeurs, chacun doit être en mesure de pouvoir soit porter assistance, soit de disposer d'un kit, on va dire, de survie. Voilà. Ce que je veux dire, effectivement, l'information préventive est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que chaque citoyen martiniquais se sente acteur et comprenne effectivement le phénomène volcanique, puisqu'on parle de volcan, puisse s'approprier cet aléa et puis connaître aussi, effectivement, comme cela a été dit, les gestes qu'il faut avoir d'un point de vue individuel, mais également collectif. Alors, je reviens sur les questions liées aux évacuations. C'est vrai qu'il faudra, dans un premier temps, avec l'appui de l'information qui sera donnée par les chercheurs de l'Observatoire, mettre en place les évacuations,
qu'il s'agisse des évacuations par voie terrestre, par voie maritime. Donc effectivement, dans le plan OSEC, nous avons travaillé sur la mise en place de ces évacuations. D'accord ? Alors moi, effectivement, avant de parler de plan de continuité d'activité pour la reprise de l'activité, même après le phénomène volcanique, puisque le phénomène volcanique peut durer quelques semaines, quelques mois, voire peut-être même s'étaler sur 1 ou 2 années. Donc, on ne va pas s'arrêter. Donc, effectivement, avant de parler du plan de continuité d'activité, moi, je pense effectivement qu'il faut que les autorités, que ce soit la préfecture ou les communes, qu'on puisse organiser ce qu'on appelle des exercices grandeur nature avec les populations. De manière à véritablement sensibiliser les gens et pourquoi pas à imaginer des évacuations par voie terrestre ou par voie maritime en très grand nombre. Je rappelle que sur la base du plan OSEC, nous avons imaginé qu'il faut évacuer pratiquement 30 000 personnes. 30 000 personnes à évacuer, ça ne s'évacue pas comme s'il fallait évacuer 50 personnes. Donc ça s'organise, ça se prépare. Et puis bien évidemment, il faut mettre les moyens adéquats pour réaliser et réussir ces évacuations. Donc je pense qu'effectivement, après la mise en place du plan OSEC, on attend l'arrêté préfectoral de monsieur le préfet, je pense qu'il faudra, avec les communes du Nord et du Sud, imaginer des exercices. Alors on peut faire des exercices d'évacuation à plusieurs niveaux. Mais je pense que c'est ce travail de sensibilisation, d'information préventive et d'appropriation de la population. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas l'information via les réseaux sociaux. Les gens ont les informations. Mais je pense que c'est par les exercices, c'est par les entraînements, c'est lors de la mise en situation que les gens vont acquérir les réflexes que nous, les autorités, en tout cas, qu'on essaye de faire passer au quotidien. Bonjour à tous, je me présente Cédric Jeannot de la Croix-Rouge française. Je suis coordinateur du dispositif mobile de prévention et de réduction des risques de catastrophes pour la Croix-Rouge en Martinique. Donc c'est un dispositif qui a été créé depuis 2019 qui vise à aller vers la population sur des messages validés par la préfecture, les autorités, le BRGM ou encore la DEAL. Et donc, ce dispositif a été créé suite à l'ouragan Irma en 2017 à Saint-Martin, parce qu'on s'est rendu compte que la population n'était pas préparée à affronter le risque naturel. Donc, on sait que nous sommes une des régions les plus exposées dans le monde face à ce genre de risque, notamment à cause de notre double insularité. Et je me suis rendu compte que la population avait tendance à vivre un peu son quotidien sans tenir compte des risques. La catastrophe de Saint-Vincent nous a montré qu'on n'était pas à l'abri. Depuis que la montagne Pelée a été placée en vigilance jaune, je pense que tous ceux qui s'intéressent au milieu de la prévention se tiennent au fait. Et comme vous l'avez si bien dit, les réseaux sociaux sont le premier relais de cette information. On a tendance à mal l'utiliser pour la plupart, mais comme je dis à tout un chacun lors de mes séances de prévention, toujours s'intéresser, que ce soit aux médias, que ce soit aux réseaux sociaux, parce que en fait, c'est comme on l'a dit, nous sommes chacun acteur de notre résilience. Nous sommes chacun acteur du fait de pouvoir mettre en place notre kit de catastrophe. On a tous chez nous un kit de catastrophe sans même le savoir, parce qu'on est une population qui a l'habitude de faire des stocks, on est une population qui a l'habitude de vivre en communauté, mais il faut toujours du monde pour pouvoir les guider. Donc, mon dispositif, le dispositif de la Croix-Rouge française, permet de pouvoir aller vers la population, et c'est avec plaisir que la Croix-Rouge viendra à la rencontre de tout chacun. Et j'ai déjà commencé à faire le travail, notamment dans les établissements scolaires, notamment dans le secondaire, aussi dans le primaire, mais je pense plus dans le secondaire, parce que ce sont les générations à venir de demain qui vont pouvoir permettre
de pallier face à ces risques de catastrophes qui sont de plus en plus, comment dire, voilà, craignants. Merci à tous. Moi, je pense qu'il y a, pour essayer de continuer un peu, il y a 2 points clés. Le premier, on est une multitude d'acteurs et c'est de réussir à parler d'une même voix ou en tout cas à tous faire passer le même message. Et ça, c'est déjà un vrai challenge pour ne pas parler volcanique, mais si on parle du risque sismique, déjà, les consignes ne sont pas forcément les mêmes entre ce qui est appliqué au rectorat et ce qui est appliqué dans d'autres collectivités. Donc là, il y a un besoin d'harmonisation ou en tout cas de se mettre d'accord sur un socle commun et de tous le porter au nom de son propre organisme et finalement au nom de tous les autres organismes. Ça, je pense que c'est vraiment un point clé. Et puis, pour le deuxième point, je vais plagier ce que disait Éric Calais hier, c'est de trouver les bons mots. C'est voilà, qu'est-ce qu'une orbite elliptique? Qui comprend ce que c'est? Qu'est-ce qu'un séisme volcano-tectonique hybride? Comment j'explique ça à ma voisine? Là, il y a un vrai enjeu. Alors, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a en sciences, il y en a multiples. Mais il faut trouver les bons mots, savoir le faire passer le message à tout le monde pour que toute la population, chacun à son niveau, puisse comprendre, interpréter le message et savoir ce que ça veut dire et savoir se placer aussi dans l'échelle de risque. Je pense que c'est vraiment un point important et qui ne se fera que sur le long terme. Et donc, on a du pain sur la planche. Comme ça, je vais faire bref. Alors, merci pour la transition vers... Donc, effectivement, je pense qu'on a encore du pain sur la planche avec... alors, effectivement, quand je dis... Ça, c'est notamment parce que donc nous, dans nos tâches d'observation, nous devons de donner une certaine information avec certains mots qui doivent être présents pour que ensuite certains collègues scientifiques puissent nous suivre pour que les éléments que nous avons que nous observons soient également connus de tous. Donc nous agissons en transparence, mais après c'est vrai qu'il y a aussi un travail de vulgarisation scientifique qui est à faire, d'animation scientifique. Donc au sein de notre structure, nous participons évidemment, donc nous avons participé à 8 réunions dans des mairies, lors du passage en vigilance. Nous avons participé également à d'autres comités. Mais ce que je veux dire, et également dans les écoles, donc nous intervenons également dans des écoles primaires, collèges, lycées, donc nous sommes déplacés. Et maintenant, il n'empêche qu'il faut encore continuer les efforts. Il faut, je pense, je le dis, en Martinique, il y a la présence d'associations qui sont très efficaces également et d'autres partenaires. Donc je pense qu'il y a un travail de vulgarisation, alors qui prend du temps, mais qui est à faire. Qui est encore à faire ou à améliorer, quoi. Hein, donc, voilà. Bon, vous avez déjà dit pas mal de choses. Ce que je pourrais rajouter, moi, c'est au niveau de la vulgarisation, elle est également nécessaire pour une remontée au niveau des services centraux des ministères, par exemple. On a eu l'occasion en décembre, donc conjointement avec le ministère de l'Intérieur, le service de la gestion de crise, d'organiser une réunion sur les résultats des travaux du Révocima à Mayotte. Et ça a été une présentation très riche et qui a été vraiment saluée par l'ensemble des participants. Parce que ça permet, dans ces moments-là aussi, aux différents ministères cofinanceurs de comprendre de façon simple pourquoi il y a des programmes qui sont sur le long terme et pourquoi on finance telle ou telle chose dans ce cadre-là. Oui, je voudrais rajouter un point. Je suis d'accord évidemment qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, mais je voudrais souligner l'importance des expériences passées. Je pense qu'il faut souvent, effectivement, quand on est dans ce contexte d'insularité, on a l'impression d'être seul face à son propre destin. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres territoires qui partagent le même destin et qui sont peut-être passés par certaines étapes. Et il faut absolument qu'on arrive à stimuler les échanges
pour qu'on puisse tirer le maximum d'enseignements de ces expériences passées. Je pense que on a vu cette semaine qu'il y a un formidable terreau dans la Caraïbe pour justement échanger, faire avancer la science et la prévention des risques, mais partager ces expériences. Donc, ne réinventons pas tout. Il y a 25 ans d'éruption à Montserrat. Il y a bien sûr d'autres éruptions dans la Caraïbe. Évidemment, la dernière, c'est l'éruption de Saint-Vincent. Il y a des succès en matière de divulgation. On a fait, il y a quelques années, on a participé avec un projet financé par la Banque mondiale de la réalisation de films pédagogiques qui sont très courts. C'est des films de 2 minutes avec 3 types de films. Il y a un premier film qui décrit les menaces volcaniques. Et il y a un film qui décrit les impacts volcaniques, et il y a un film qui s'appelle des films d'expérience, et qui font intervenir des personnes qui ont vécu ces différentes menaces. Ces films sont disponibles maintenant dans une dizaine de langues, mais évidemment, ils prennent des exemples d'éruptions au Japon, en Amérique du Sud, etc. Et peut-être qu'il faudrait essayer d'avoir une réflexion dans la Caraïbe pour voir comment on pourrait faire en sorte que ces films soient encore mieux perçus par la population en utilisant des exemples dans le bassin culturel de la Caraïbe. Donc il y a beaucoup de choses qui existent et je pense qu'il faut absolument maximiser les retours d'expérience et l'exploitation de ces informations pour voir ce qui manque et du coup compléter, mais pas recommencer tout à zéro parce que sinon on perd beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et de moyens. Partage d'expérience. Vous voulez réagir et puis après on pourra donner la Alors avant de partager les questions, effectivement nous à la collectivité territoriale de Martinique, on développe ce qu'on appelle la culture du risque, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc nous intervenons au niveau des associations, aux côtés de la Croix-Rouge, aux côtés d'autres partenaires. Nous intervenons également dans les entreprises privées, mais je crois que vraiment la cible c'est les scolaires. Et effectivement, nous avions souhaité, depuis longtemps, avec l'éducation nationale, je ne sais pas si effectivement Madame de la mission de la MAPROM pourra effectivement nous aider, puisqu'il s'agit d'une mission interministérielle, de pouvoir financer ou de voir avec l'éducation nationale, le rectorat, de pouvoir intégrer dans les programmes scolaires des modules spécifiques aux risques majeurs. La Martinique, comme la Guadeloupe, nous sommes des îles où nous connaissons le niveau d'exposition qui est très élevé. On est en zone 5 sur le volet séisme, au niveau des volcans, etc. Donc je pense qu'il faut domicilier ici à la Martinique et même en Guadeloupe un certain nombre de compétences et intégrer dans les programmes scolaires ces modules spécifiques liés aux risques majeurs par rapport, vous avez parlé de films, de vidéos, etc. Je pense que c'est là que ça commence. Et effectivement, le ministère, via la mission d'appui, dans le cadre du plan séisme anti 3e phase, finance des actions immatérielles, notamment sur le volet de la culture du risque, et pas seulement sur le plan séisme. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, parce que je crois que cette culture du risque doit, si vous voulez, en termes de porte d'entrée, d'abord passer par les scolaires, les enfants, les collégiens, les lycéens, parce que sur ce domaine-là, effectivement, c'est souvent les enfants qui portent l'information dans leur foyer, aux parents. Parce que c'est vrai qu'on intervient, on a l'expérience, on intervient dans les entreprises privées, effectivement. Les gens écoutent, mais bon, voilà, c'est pas forcément leur priorité. Par contre, souvent, les enfants apprennent aux parents et aux adultes comment faire, comment se comporter face à un aléa, face à une source de risque, etc. Voilà, tout simplement. Dernière intervention de la Croix-Rouge et puis après on passera le micro dans les publics. Juste, sans vouloir te couper la parole, mais je pense qu'on parle des enfants, c'est évidemment un rôle clé, mais il faut pas aussi oublier le rôle clé des élus qui sont en première ligne en cas de catastrophe, mais qui ont aussi beaucoup d'outils entre leurs mains pour aménager le territoire et prendre en compte l'ensemble des risques dans l'aménagement de leur territoire. Alors il y a les outils réglementaires qui sont là pour les aider, mais si on pense l'aménagement de sa commune en intégrant davantage les risques, aussi bien donc sur le long terme, mais aussi quels ouvrages mettre en place pour permettre d'évacuer la population, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce que les ponts sont aux bons endroits? Est-ce que les gués sont... voilà. Mais ça, si on arrive à intégrer tout ça, c'est vraiment important. Et donc c'est là où, où je réinsiste, mais les élus sont en première ligne, ils sont sur leur commune, ils connaissent leur terrain. Et donc, leur rôle est vraiment clé
Et on est là pour les accompagner, mais ça aussi, il faut le dire. Voilà, merci de conclure. Oui, juste par rapport à la sensibilisation en milieu scolaire, il y a d'ailleurs la Croix-Rouge française qui travaille beaucoup en Guadeloupe, qui a un projet qui s'appelle Paré pas paré. Donc c'est un projet qui vise notamment à sensibiliser les jeunes en école primaire, en école secondaire, via plusieurs outils. On a par exemple un simulateur de séisme qui appartient d'ailleurs à la DEAL en Guadeloupe, où on fait passer les jeunes et pour leur apprendre un petit peu, voilà, selon l'échelle, les secousses qu'on peut sentir. On a développé aussi tout un tas d'outils, des outils par exemple des jeux de société. On a un jeu de 7 familles qui est très sympa, où les familles sont représentées par des aléas et derrière, chaque membre de la famille, ça va être les bons gestes à faire. Enfin voilà, tout un petit tas de choses, et j'espère qu'on verra aussi ce projet Paré pas paré en Martinique bientôt. Et puis juste, alors moi je suis plus dans la réponse que dans la prévention, mais pour un petit mot d'encouragement et du fait qu'on n'est pas forcément seul sur des États insulaires, mais il n'y a qu'à voir la réponse aussi et l'aide de la France sur Saint-Vincent. Je pense qu'on avait projeté à peu près 500 tonnes de matériel, de l'eau, de la nourriture, tout un tas de choses. La Croix-Rouge française aussi, on travaille beaucoup dans cette préparation-là avec les autres Croix-Rouges des Caraïbes, et c'est un petit peu la force du mouvement Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'à l'international, on a des Croix-Rouges, des Croissants rouges, tout ça fédéré par aussi la Fédération internationale de la Croix-Rouge, les sociétés nationales, et donc on a par exemple sur la Caraïbe plusieurs volets de réponse où on va prépositionner du matériel sur chaque île pour être au plus près des potentielles catastrophes. Derrière, on est en train de développer, alors on l'a déjà depuis quelques temps, mais on est vraiment en train de le consolider. On a un volet de réponse depuis la Guadeloupe et la Martinique avec des stocks qui sont prépositionnés de la Croix-Rouge française avec des plus gros volumes. Et derrière, un troisième volet de réponse de la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui est basée au Panama et qui, elle, est capable de projeter davantage encore de biens. Et donc on voit que finalement, pour une île qui est impactée, il y a une forte mobilisation de toute nationalité et de toutes les îles qui les entourent. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ouais. Des questions ou des choses à partager? Alors, très rapidement, comme ça, après, on passera derrière. Je voulais poser une question s'agissant tout à l'heure des cendres. Est-ce que ça pose des problèmes au niveau des télécommunications et communications? Est-ce que ça a posé problème puisqu'on sait que on utilise des dispositifs satellitaires? Est-ce que ça a été facile ou bien est-ce que ça a posé problème puisqu'on nous dit toujours passer par les satellites, la télécommunication et la communication? Qu'est-ce que ça fait à ce niveau-là? Jean-Christophe? Oui, alors c'est une excellente question. Les cendres volcaniques sont l'aléa volcanique qui probablement cause le plus de problèmes sur la plus grande distance. Depuis le point d'émission jusqu'à des milliers de kilomètres via la problématique de l'aviation civile. Et une des problématiques, c'est que si les cendres sont épaisses, et en particulier dans les milieux tropicaux où ça forme une espèce de croûte qui adhère à tout, on a des courts-circuits et on perd les réseaux électriques. Il y a tout un tas de travaux qui ont été faits là-dessus. C'est pas dans chaque cas, c'est pas, il faut, voilà, mais il y a des travaux qui ont été faits là-dessus et en fait on a une propagation systémique en fait. Et donc ça c'est un des problèmes. L'autre problème des cendres, c'est que même si on fait des forages, il y a tout l'aspect mécanique, tout ce qui est au-dessus et cause des problèmes. Et quand on fait face à des chutes de cendres importantes, on a évidemment et les circuits d'eau potable et les circuits de gestion des eaux usées qui tombent en panne. Et donc ça cause des problèmes après pour la gestion des eaux usées qui du coup se répandent, etc. Donc la problématique des cendres, elle est vraiment très sérieuse parce qu'il y a toute une chaîne de problématiques qui se propagent plus ou moins rapidement en fonction de la nature des réseaux et de la vulnérabilité de chacun des maillons. Merci. Et puis bien sûr la potabilité évidemment de l'eau. On va continuer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps comme ça.
Bonsoir. Alors moi j'habite à Saint-Pierre, je suis en dessous de la montagne Pelée. En vous écoutant, ça me donne une assurance parce que en vivant ici, si vous voulez, on vit quotidiennement, on ne pense même pas à la montagne Pelée. Mais chaque fois le mois de mai arrive, chaque année, on parle de la montagne Pelée et il y a une certaine angoisse à un moment donné. Et le problème que je vous ai entendu, parce que moi je suis celui qui transporte les scientifiques, là, en les écoutant, ça m'a donné une certaine assurance. J'ai écouté le directeur de l'Observatoire de la Martinique. Quand je l'ai écouté, j'avais une certaine angoisse. Ça s'est passé. Et moi, j'ai un message à passer aux gens qui sont autour de moi en disant que j'ai transporté des scientifiques. On est bien surveillés, on est attentif à ce qu'on est ici. En France, on s'occupe de nous. J'ai entendu la dame qui est à côté de moi, qui est l'Institut du Globe de Paris, GDB, etc. Mais en vous écoutant parfois le monsieur de la CTM, on voit des forages un peu partout en la Martinique, mais les gens ne savent pas pourquoi. Et c'est là que j'apprends qu'en cas de catastrophe, on fait des forages parce que si en cas d'évacuation, on est assuré. Il y a un autre truc aussi que j'ai entendu un monsieur dire, que l'évacuation, en vivant ici, dans cette zone, quand on regarde, parce qu'on n'a pas de projet d'évacuation de la population, mais comme c'est tellement bien structuré, en écoutant le directeur de l'Observatoire, si jamais il y a un problème, on aura le temps d'être évacué, parce que quelqu'un a dit à Saint-Vincent, je crois qu'il y avait 10 heures, bien 10 jours, on a le temps d'évacuer, il n'y a pas de mort. Ça m'a rassuré, vous comprenez? Parce que moi, je suis là, je vous écoute. Mais le reste de la population de Saint-Pierre, ils ne sont pas au courant de tout ça. Donc moi, je suis seul. Tout à l'heure, je vais dans le quartier. Demain matin, je suis obligé de faire le message passer pour vous. Il y a un autre problème que j'ai entendu aussi, c'est que chaque semaine, on vit ici, chaque semaine, tous les vendredis, il y a un bulletin de la montagne Pelée depuis quand ils ont classé zone orange. Moi, chaque fois, il met la photo de la ville de Saint-Pierre quand il donne. À un moment donné, je lui ai dit ça, je dis à RCI, de ne pas mettre la photo de Saint-Pierre. Parce que nous, on vit ici, et quand il dit ça, il y a 30 de ceci, ça nous fait peur. Et ceux qui sont en métropole téléphonent. Et qu'est-ce qui se passe en Martinique? Qu'est-ce qui se passe à la montagne Pelée, etc. Donc, moi, ce que je voulais dire, est-ce qu'il est nécessaire de donner tout chaque semaine? Ou bien est-ce que tous les mois, on ne pouvait pas donner? Je ne sais pas moi. Parce que c'est répété tous les 8 jours et c'est un peu anxieuse. Merci de m'avoir. Alors, effectivement, vous soulevez une difficulté qui concerne les modalités de communication et notamment les aspects, on va dire, anxiogènes de cette communication. Alors, c'est vrai que sur l'information préventive qui est donnée aux populations, ça relève de l'autorité municipale. Il ne faut pas l'oublier. C'est le maire qui a l'obligation, via le DICRIM, dossier d'information préventive, de fournir les informations à sa population. Ça, c'est la première chose. Alors, effectivement, le maire reçoit un certain nombre d'informations de la préfecture. J'ai dit tout à l'heure que le préfet doit bientôt prendre l'arrêté pour valider effectivement tout le travail que nous avons fait sur le plan Orsec Volcan, avec toutes les déclinaisons concernant les modalités d'évacuation, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le travail que nous avons fait concernant les évacuations par voie terrestre, par voie maritime et le jumelage qui existe entre les communes du Nord et du Sud, toutes les communes du Nord sont concernées. Donc les maires ont toutes ces informations-là. Il faut le savoir. Après, effectivement, il appartient à monsieur le maire de chacune de ces communes de pouvoir diffuser l'information à sa population. Ça, c'est la première chose. Concernant, effectivement, vous avez parlé des forages. Alors, sur les forages, je vais peut-être laisser mon voisin du BRGM s'exprimer, mais c'était, si vous voulez, une piste, puisque, effectivement, on s'est rendu compte que sur Saint-Vincent et Grenadines, une grosse problématique, c'est l'eau. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'on manque d'eau à la Martinique, sauf pour, effectivement, lorsqu'on a des carèmes secs,
grosses périodes de sécheresse. Mais effectivement, la recherche d'eau au niveau souterrain, au niveau des nappes phréatiques, était une des pistes. Et effectivement, il y aura un certain nombre de travaux qui seront menés. Et bien évidemment, la population sera informée de ces travaux et donc de ces résultats qui seront amenés. Mais comme l'a dit M. Komorowski, ce n'est pas toujours évident de gérer ces chantiers-là, notamment parce que ce n'est pas des chantiers forcément très, très, très simples à mener. Voilà ce que je peux dire. Oui, je ne sais pas s'il y a besoin de... Sinon, on peut passer pour les bulletins, peut-être. Sur plutôt volet communication, c'est plus... Ouais. Alors, en tout cas, donc merci pour cette question là encore. Donc en fait, simplement, ce que je peux dire, c'est que cette communication, elle a été mise en place afin de suivre ce volcan de la même façon que d'autres observatoires donc le font donc dans le monde. Et nous, ce que nous avons souhaité, c'est de fournir un service qui est comparable à ce qu'on peut retrouver également dans d'autres observatoires dans le monde. Après, ce qu'il faut aussi se rendre compte, et là je pense que là encore c'est dans la connaissance des phénomènes volcaniques, c'est que la dynamique des volcans peut changer parfois donc sur des échelles de temps qui nécessitent une communication qui soit appropriée également. Et donc je pense que cette communication qui est celle donc de une communication toutes les semaines, elle est favorable. Elle est là justement pour agir en transparence et donner toutes les informations donc à la population et aux autres scientifiques aussi bien français qu'internationalement pour que ils puissent suivre ce qui se passe. Après nous, comme nous le rappelons également c'est vrai que nous faisons une communication toutes les semaines, mais nous en faisons une également mensuelle et également un rapport annuel. Après, c'est juste des informations qui sont là, si besoin, si la population souhaite y accéder, elle est présente. Donc nous sommes là, et nous sommes là factuellement pour donner ces informations. Après, d'autres spécialistes peuvent nous accompagner. Par exemple, des sociologues, des économistes. Donc tous ces spécialistes peuvent également, bien évidemment, donc nous accompagner. Mais nous le faisons dans le champ de nos compétences. Et voilà, donc ça c'est un point que je voulais souligner. Et voilà, merci encore pour cette question. On va prendre une dernière question dans le public, parce qu'après on est limité en temps. On va devoir finir. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Oui. Donc, bonsoir, je suis Astrid, ostologue. Alors, ostologue, c'est mon nom de famille, c'est pas mon métier. Donc, je fais de la prévention en fait des risques majeurs via une société qui s'appelle Vigilance Caraïbes, qui est la mienne en l'occurrence, et je fais beaucoup de formations dans les entreprises sur les consignes de sécurité en cas de séisme et de tsunami. Et je travaille beaucoup avec les TPE, puisque ça représente quand même 92% du tissu économique local en Martinique. Et la problématique que moi je rencontre, c'est que les chefs d'entreprise me disent qu'ils n'ont pas vraiment d'obligation légale aussi intense qu'une réglementation incendie. C'est pas aussi clair. Donc ils vont mettre un extincteur, ils vont faire ce qui est nécessaire, mais risque sismique, en général, on m'appelle quand ça tremble. Quand ça tremble, c'est Madame Ostologue, il faut intervenir, etc. Mais en temps normal, ils ne se sentent pas obligés. Et je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, je ne sais pas comment, mais au niveau de la loi, pour vraiment, puisque c'est l'obligation qui marche, en tout cas au niveau des entreprises, en tout cas de ce que je recueille sur le terrain, c'est vraiment ça qui fait qu'une entreprise va m'appeler pour être formée. Et du coup, moi, ma stratégie, c'est de passer par le document unique, qui est obligatoire. Donc du coup, en passant par le document unique, en proposant un diagnostic de vulnérabilité des risques, j'arrive à la prévention du risque sismique. Mais c'est compliqué parce que c'est un jeu de passe-passe et tant que ça tremble pas, ça va. Mais si ça tremble, là du coup on m'appelle. Et c'était juste pour appuyer aussi ce que le monsieur a dit tout à l'heure. J'ai beaucoup de retours aussi des informations qui arrivent sur les réseaux. Donc les gens me demandent pourquoi toutes les semaines ou régulièrement on a tout à coup les bulletins de l'observatoire. Je trouve que c'est bien. Mais pour vulgariser beaucoup l'information, je fais beaucoup de formations, notamment avec des maisons de retraite, donc en créole. Les EHPAD, ils n'ont pas du tout le même vocabulaire. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant quand vous dites qu'il faudrait que ce soit accompagné par des sociologues ou autres, parce que donner une info comme ça, moi j'ai mes parents à chaque fois en fait. Et je leur explique, non, c'est par rapport, mais au bout d'un moment, je me dis, mais il peut y avoir une émission ou quelque chose qui appuie
parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tout à coup, et d'autant plus que l'actualité est anxiogène par rapport à Saint-Vincent, donc il y a une peur dans l'atmosphère, il y a une information qui va être comprise par une partie de la population, mais la population de la Martinique est vieillissante et n'ont pas la même notion au vocabulaire et aux informations qui sont passées. Donc je pense que c'est bien que ce soit accompagné, si possible, avant de diffuser, mais vraiment de chercher à vulgariser et de rassurer les gens, parce que du coup, on a beaucoup de comportements de panique, et je passe moi mon temps à revenir sur des infos que je ne maîtrise pas forcément. Donc des fois, ça m'arrive d'appeler le BRGM ou d'appeler des acteurs pour ne pas raconter de bêtises, mais je sors de mon champ de compétences et j'essaye de vulgariser des informations qu'ils ont, parce qu'ils entendent parler de moi, parce que je bouge beaucoup sur les réseaux sociaux, et du coup, des fois, c'est compliqué. Donc je trouve que c'est important aussi cette information scientifique encore plus vulgarisée, parce qu'elle circule énormément sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci. Puis je peux caler dans votre sens, et c'est pour ça aussi que, en tout cas, donc j'ai déjà sollicité donc d'autres, comme je vous le disais, donc des sociologues. Mais je pense qu'il y a un travail de fond, mais avec au niveau culturel également, les historiens, donc il y a certaines compétences que nous n'avons pas, et donc nous avons besoin d'autres partenaires. Et quand je dis nous, c'est pas que les scientifiques, c'est la population aussi. Donc je le sens très bien, alors, et sachant que je me déplace auprès d'eux également, et je les rencontre aussi. Mais c'est vrai que c'est un travail immense. Et pour revenir à votre premier point également, là où je veux rejoindre aussi, c'est que si on prend par exemple le cas de l'exercice Caraïbes-Wave, vous voyez, l'exercice Caraïbes-Wave, c'est un autre cas où certaines personnes certains employeurs vont vous dire, par exemple, pourquoi ne pas rendre obligatoire cet exercice, hein, pour être sûr que ce soit fait. Oui, alors pour répondre à la question, effectivement, concernant les entreprises privées notamment, il y a le Code du travail qui impose une réglementation. On ne parle pas de manière claire de risque majeur, mais en tout cas, dans l'article L4121-1, le chef d'entreprise doit assurer la sécurité et la santé mentale de ses travailleurs. Donc, quand on parle de sécurité, moi, j'estime qu'effectivement, il faut avoir une vision multirisque dans l'environnement dans lequel l'entreprise est implantée. Donc, effectivement, si, concernant l'incendie, la réglementation est très précise, moi, je pense que le chef d'entreprise doit pouvoir donner les informations vis-à-vis de ces risques, d'accompagner les salariés vis-à-vis des consignes, et puis doit avoir un relais au niveau de la commune. Je rappelle que le maire est responsable de l'information sur les risques au niveau de sa commune. Ça s'appelle le DICRIM, c'est une obligation légale. Donc, il faut connaître les responsabilités de tout un chacun. Sur le département, cette responsabilité revient bien évidemment au préfet. Donc, il faut pouvoir rappeler tout cela, et effectivement, le chef d'entreprise a cette responsabilité. Après, il peut bien évidemment se faire accompagner, donc, par les experts, par les spécialistes, mais surtout par un parterre de personnes qui ont cette vision multirisque, et pas seulement le volet scientifique. On a parlé de sociologues, de psychologues, ça peut être des économistes, ça peut être des historiens, ça peut être des gens qui peuvent aider à la compréhension, parce que c'est vrai qu'on a un public en Martinique qui est, comme vous dites, une population vieillissante. C'est vrai que les anciens, les seniors chez nous, ne comprennent pas forcément tous les mots aujourd'hui qui sont employés, notamment dans le langage scientifique. Donc il y a une manière de dire les choses, d'expliquer les choses pour véritablement que les gens s'approprient les consignes et les gestes et savoir ce qu'il faudra faire au moment venu. Je suis technicien vidéo, mais je voudrais quand même pouvoir intervenir sur ce sujet-là. Parce qu'au-delà de ça, en fait, je suis très impliqué, moi, sur le risque cyclonique et la prévention. On me suit beaucoup sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Et justement, à ce sujet-là, vous avez tous abordé la question des réseaux sociaux comme étant un outil extraordinaire, ce qui est le cas. Mais c'est un fléau extraordinaire aussi. Et je peux vous dire que dès qu'il y a une alerte cyclonique quelque part et tout, je passe ma vie sur les réseaux sociaux à débunker, à faire de la vulgarisation, à informer. Et il va falloir que pour les questions des cyclones, moi j'ai vu passer des choses sur l'éruption à Saint-Vincent. Je suis suivi par à peu près 70 000 personnes sur les réseaux sociaux, donc je vois beaucoup de choses passer. Et j'ai vu passer des choses, mais épouvantables en fait.
Tout le monde a dit, il faut rentrer chez vous, il y a un tsunami, enfin il y a énormément, donc il va falloir absolument penser à avoir une communication organisée des différents services, de tout le monde, pour éviter, parce que après on ne sait plus qui croire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi les gens me suivent parce qu'il y a 10 ans en fait, Météo France faisait un peu moins bien son travail qu'ils le font aujourd'hui, et ils ont commencé à aller vers des gens qui étaient plutôt calmes, plutôt tranquilles, qui affolaient pas la population. Maintenant, Météo France a changé depuis, largement. Mais franchement, c'est un véritable problème et c'est un fléau. Donc je pense qu'il est relativement important que vous, qui êtes à la base de la communication au niveau des médias ou autres, vous soyez capable de vous organiser pour faire passer un message cohérent et que tout le monde fasse passer le même, en fait. Parce que sinon, ça va vite devenir un problème dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Alors, merci. Évidemment, donc, au niveau des réseaux sociaux, donc là encore, donc, on touche à la fiabilité des informations. Et puis, donc, nous, ce que nous faisons, lors de chacune des interventions que nous avons eues, notamment auprès des mairies, nous avons rappelé donc, de bien vérifier donc, la source des informations et que une source fiable était évidemment donc, l'Observatoire. Hein, donc, nous avons rappelé que l'Observatoire donc, a une diffusion vers chacune des mairies. Hein, donc nous diffusons auprès des autorités, auprès de chacune des mairies systématiquement, auprès des médias également, mais aussi avec nos réseaux sociaux. Nous sommes accessibles via Facebook, via Twitter, sur notre site internet. Et donc, afin de prendre une information fiable, le mieux c'est d'aller auprès donc de l'Observatoire, donc auprès de ses sources. Après, en termes de vulgarisation, nous intervenons aussi, par exemple, nous intervenons au Centre de découverte des sciences de la Terre lors de la fête de la science. Nous faisons en plus de cela également des présentations en dehors même de la fête de la science, où nous allons présenter donc l'activité, mais en faisant de la vulgarisation, hein, donc en évitant les mots un peu comme hybride par exemple ou d'autres, ou en apportant une explication toute simple. Ce que nous ne faisons pas pour le moment, hein, et ce qui pourrait évidemment donc être fait dans le futur, évidemment, c'est de trouver des mots encore plus faciles, hein, donc mais ça c'est aller vers comme vous le disiez, donc vers donc des mots plus accessibles, hein, en fonction de chaque tranche d'âge. Mais ça, vous voyez, c'est un travail colossal. C'est un travail colossal qui nécessite des moyens aussi. Et je pense que ça, il faut également regarder ça. On va conclure, je pense. Peut-être Jean-Christophe, tu as un mot de conclusion? C'était 1 heure et on dépasse. Oui, donc je voulais juste revenir sur le fait que je pense que ce qu'il y a de fondamental, c'est augmenter ce partage des informations. D'abord, le partage des expériences et des expériences subjectives, la perception que chacun peut avoir de par exemple, l'activité volcanique ou d'autres aléas, et puis d'essayer de construire une histoire commune. Et cette histoire commune, on pourra la construire si on fait face au phénomène. Je pense qu'une société qui fait face à ces enjeux, ces défis, aura moins peur de ces défis, va construire des réponses positives. Et pour revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, Benoît, sur les enjeux, par exemple, des ouvrages de franchissement, peut-être que la prochaine éruption de la montagne Pelée n'aura pas lieu avant 50 ans ou 100 ans. Mais si on fait face aux enjeux maintenant, qu'on les accepte et qu'on développe, par exemple, un schéma d'aménagement des routes, de l'enfouissement des réseaux électriques, du problème de l'eau, tant que l'éruption n'arrivera pas, on va pouvoir bénéficier de cette prise en charge des risques pour mieux vivre. Et ça nous permettra d'être résilients au cas où l'aléa tombe sur le territoire. Donc, il faut prendre l'exposition au risque comme aussi un levier de développement et un levier de prise en charge. En anglais, il y a le terme empowerment, je ne sais pas trop comment le traduire en français, mais c'est-à-dire qu'on tire de la force de ce destin commun plutôt qu'une sorte de fatalité et d'inquiétude. Et je pense que plus on parle de l'aléa volcanique, par exemple, mieux on arrivera à faire face à ça.
C'est pas en se disant que tant qu'il n'y a pas de problème, on n'en parle pas et il faut surtout avoir le moins d'informations possible parce que c'est angoissant. C'est justement ça qui est angoissant parce qu'on ne sait pas du coup à quoi on a affaire et toutes les opinions, toutes les histoires et toutes les idées extravagantes circulent. Et je pense que je terminerai là-dessus. Une des raisons pour laquelle on a des bulletins d'information dans tous les observatoires dans le monde, c'est justement pour qu'il y ait une source d'information structurée, la plus objective possible, exhaustive, qui intègre l'état de l'art des connaissances et aussi les incertitudes, et qu'il y ait cet échange vers la communauté. Mais après, il faut des relais. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de nous au titre de l'Institut physique de Paris ou des observatoires. On a besoin de relais massifs dans la société parce que chacun va prendre une partie de cette information, de ce socle commun et va le décliner pour qu'il y ait une meilleure appropriation par la société. Donc c'est un travail de tout le monde. Je pense que ce colloque et tous les travaux qui sont développés dans les dernières 5 années montrent très bien tout ce qu'on peut faire quand on se met ensemble et tout ce qu'il y a encore à faire ensemble dans le futur. Merci pour votre présence et votre participation. Merci à tous.